Coucou, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis contente de te retrouver pour ce 4e épisode de l'émission Harmonie en famille. Aujourd'hui, on va parler secret de famille, non dit. On va un petit peu voir ce que c'est, même si tout le monde sait un petit peu ce que c'est. On va voir si on peut dire aussi tout à nos enfants. Est-ce qu'on peut tout leur dire? Est-ce qu'on peut tout leur révéler? Est-ce qu'on peut parler des secrets quand il s'agit de violence ou quoi que ce soit? Est-ce qu'ils sont capables d'entendre ces secrets familiaux? On va voir les conséquences des secrets familiaux et des non-dits dans la famille, l'impact que ça prend sur la vie de famille, le climat qui s'installe, et aussi on va voir ce qui se passe quand le secret est dévoilé ou s'il ne l'est jamais. Bref, c'est du lourd aujourd'hui, donc j'espère que tu es en forme pour écouter ce podcast. J'espère que le sujet va t'intéresser parce qu'il est vrai que dans de nombreuses familles, pour ne pas dire toutes, il y a souvent des secrets ou des non-dits. Parfois, les non-dits, c'est pas la même chose que les secrets parce que c'est pas forcément quelque chose de secret, c'est juste qu'on n'en parle pas. Donc c'est pas la même chose. Et déjà, c'est la première chose qu'on va voir dans ce podcast, quelle est la différence entre un secret et un non-dit. Un secret, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, pas comme un non-dit du coup. C'est quelque chose qu'on essaye vraiment de garder secret coûte que coûte, en fait, quitte à mentir. C'est vraiment quelque chose dont on ne veut pas que les autres soient au courant. C'est vraiment l'idée du secret de famille, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, mais on ne veut pas en parler, on le cache volontairement et on refuse catégoriquement que les personnes soient au courant. Donc on est prêt à mentir pour ça. Par contre, les non-dits, c'est quelque chose dont on ne parle pas, sans avoir pour autant l'intention de le cacher, sans avoir pour autant l'intention de mentir à propos de ce non-dit. C'est plus quelque chose qui va parfois être tellement évident qu'on ne va pas en parler. Mais c'est pas pour autant secret, c'est-à-dire que si le sujet vient à être mis sur la table, là, il n'y a pas forcément les personnes en face qui vont essayer de refuser d'en parler ou qui vont chercher à mentir pour cacher la chose. Non, là, le non-dit, c'est juste quelque chose qui est comme évident, mais en fait, on n'en parle pas forcément pour le cacher, mais parce que en fait, pour nous, c'est logique, donc du coup, on n'en parle pas, c'est un non-dit. Voilà, donc j'espère que déjà cette notion de secret et de non-dit est un peu plus claire pour toi. Donc les secrets, les non-dits, ça peut être verbal ou non verbal, c'est-à-dire qu'on peut catégoriquement et verbalement dire qu'il y a un secret. Bon, généralement on ne le dit pas, mais ça se comprend assez vite. Et ça peut être non verbal dans le sens où il y a des énergies, il y a quelque chose qui plane en fait dans cette famille. Et ça peut être quelque chose de plus ou moins grave qui est caché ou qui n'est pas dit. Ça peut être tout simplement d'une fausse couche ou d'une adoption à des meurtres, des assassinats, des violences, des viols, de l'inceste. Ça peut vraiment avoir différentes, selon une échelle de gravité, entre guillemets, assez différente. Il y a vraiment cette idée de refuser d'aborder le sujet ou de rester évasif en fait sur le sujet. Comme je disais tout à l'heure, pour ce qui est des secrets, souvent la famille ne va pas hésiter à mentir pour cacher ce secret, pour éviter que ce secret soit révélé. Pourquoi est-ce qu'il y a des non-dits et des secrets de famille? Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce qu'on est quasiment tous sujets à ce genre de choses? Tout simplement, souvent, parce que la génération à laquelle s'est passé l'événement a décidé de ne pas en parler, de protéger la famille, que ce soit par honte, tout simplement parce que y a l'idée de cette honte qui pourrait planer sur la famille, qui pourrait être jetée sur la famille, l'opprobre, les critiques. Pour éviter la honte, tout simplement, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'avait pas existé. Et là, c'est vraiment le secret de famille. On fait vraiment comme si l'événement n'avait pas existé. On n'en parle pas, même pas aux générations suivantes. Et quand il y a des enfants qui sont plus ou moins, entre guillemets, au courant de ce secret, on va essayer de faire en sorte que, ils n'en parlent pas. Donc, ils ont conscience de son existence, mais on va faire en sorte qu'ils n'en parlent pas, qu'ils comprennent bien que ce soit un sujet qu'il ne faut pas aborder. Voilà, pourquoi ? Parce que ça peut jeter la honte sur la famille. Donc quelque part, c'est une protection pour la famille
de créer ce secret de famille ou de créer ces non-dits. Ça peut être tout simplement parce qu'on estime, surtout ça va être plus pour les non-dits, on estime que ça a plus ou moins d'importance en fait. Ça va pas même marquer les générations suivantes ou ça n'a pas un impact énorme sur la famille, donc on va juste pas en parler, mais ça veut pas dire que c'est un secret. Pour les non-dits, ça va être comme ça peut être par exemple une fausse couche. Alors la fausse couche a de l'importance, soyons d'accord, je dis pas que c'est pas grave de faire une fausse couche, mais parfois on va pas forcément parler des fausses couches aux enfants qui suivent. Pas parce qu'on veut leur cacher, mais parce que on n'y pense pas, ou je ne sais pas pour quelle raison, mais on n'en parle pas forcément. Et pourtant c'est hyper important. Je parle de l'exemple de la fausse couche, c'est hyper important parce que ça va impacter la place de chacun dans la famille. Par exemple, moi j'ai fait une fausse couche quand j'avais 18 ans, ce qui fait que mon aîné n'est pas réellement mon premier enfant, c'est mon deuxième enfant. Donc ça décale toute la fratrie. Mon deuxième et mon troisième et mon quatrième, et ma fille et ma cinquième et non pas ma quatrième. Mais par contre, c'est ma quatrième enfant en vie. Et c'est hyper important en fait de juste évoquer, de leur dire sachez que avant d'avoir l'aîné, j'ai fait une fausse couche, j'ai eu un bébé qui n'est pas, soit qui n'est pas né, soit qui est décédé. Généralement, on a plus peut-être de, je dirais pas forcément de facilité, c'est pas le terme adéquat, mais on va plus aisément mentionner un enfant qui est mort-né qu'un enfant qui est issu d'une fausse couche en fait. Parce que l'enfant mort-né est sorti, est né, il y a eu un accouchement. Alors parfois on ne va pas en parler parce que ça a été traumatisant et c'est ok. Mais c'est hyper important de mentionner chaque enfant qui a été créé, qui a eu ne serait-ce qu'une heure de vie quand on est au courant, parce que des fois on fait des fausses couches, on n'est pas au courant. Mais en tout cas, ça a de l'importance. Donc voilà, ça va être, je reviens à nos moutons, ça va être vraiment soit par protection de la famille, par protection des membres plus jeunes, par protection de soi aussi, souvent, ou ça va être parce que le secret ou le non-dit n'a pas forcément une importance capitale aux yeux du détenteur du secret ou du non-dit. Il y a vraiment plusieurs raisons d'exister pour un secret ou un non-dit. Ça peut être selon les croyances, selon les traditions, selon les convictions religieuses ou sociétales, les expériences qu'on a vécues. Chacun, en fait, va y donner de l'importance ou pas. Il y a des secrets qui ne vont jamais être révélés parce que dans telle religion, on estime que ça, on n'en parle pas. Des fois, ça va être tout simplement parce que dans cette société-là, on ne parle pas de ça. Donc ça va vraiment être en fonction de chacun, en fonction de nos propres convictions, personnelles, religieuses ou autres, et ça va prendre plus ou moins de proportions. Donc voilà pour ce qui est du secret et du non-dit. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Si ça fait beaucoup d'informations, n'hésite pas à me poser des questions, que ce soit sous le podcast ou sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de te répondre. Donc mes réseaux sociaux, c'est MRP-6 accompagnement. Et maintenant, je vais te parler de l'impact des secrets de famille ou des non-dits sur la vie de famille ou sur nos relations. Parce que ça peut avoir un impact sur notre vie relationnelle à nous, les descendants, que ce soit relationnel amoureux, relationnel amical ou dans la vie de famille. Ça a forcément des conséquences. Déjà, parce qu'en fait, il y a ce secret qui plane ou ce non-dit qui plane. Et ça va provoquer quoi ? Généralement, déjà, les enfants, donc ceux qui ont vécu l'événement, à qui on fait bien comprendre qu'il ne faut pas en parler, déjà, ça leur crée une injonction et eux, peut-être qu'ils ont besoin d'en parler. Peut-être qu'ils ont assisté à l'événement, peut-être qu'ils sont simplement au courant, mais peut-être qu'ils ont des questions, des incompréhensions. Peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans leur esprit. Donc, en fait, ils vont rester bloqués avec leurs incompréhensions, leurs questionnements, et ça va forcément se transmettre aux générations suivantes, au travers du transgénérationnel, bien évidemment. En fait, on sait quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose de, pas d'anormal, mais il y a comme des incohérences parfois qui font qu'on va sentir qu'il y a un truc, il y a une atmosphère où on va aborder un sujet, puis on va sentir qu'il y a comme une fuite de la part des membres de la famille. Donc ça peut créer une atmosphère, une ambiance pesante. Il y a
toutes ces incompréhensions, ces doutes, ces peurs qui peuvent être ciblés sur un sujet en particulier. Ça peut peut-être dire qu'il y a un secret derrière ça ou qu'il y a un non-dit. Ça va vraiment aller provoquer quelque chose de ce genre-là. Au niveau de la vie, au niveau de notre vie, on peut vivre des situations répétitives ou bloquantes. Et on ne va pas comprendre pourquoi. Ça peut être parce qu'il y a un secret qui plane, il y a quelque chose qui plane au niveau des générations supérieures. Ça peut être, autant ça peut être la génération juste avant, autant ça peut être 3-4 générations au-dessus. Et du coup, le secret peut, entre guillemets, s'estomper au fil des générations. Parce que il y a eu l'événement, les générations suivantes ont reçu l'ordre, l'injonction de ne pas en parler. Donc ce secret s'est étiolé. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas forcément quoi. Parfois, on ne sait pas vraiment qu'il s'est passé quelque chose, mais on le sent qu'il y a quelque chose. Et ça va provoquer des situations répétitives, bloquantes, des schémas de fonctionnement où on ne va pas comprendre pourquoi, mais ça ne fonctionne jamais quand on veut atteindre un objectif précis. Il y a parfois aussi cette impression que ça ne va jamais s'arranger. En fait, dans tel ou tel domaine, que ce soit le domaine amoureux, le domaine professionnel qui est impacté, quel que soit ce domaine impacté, on va avoir l'impression que ça ne va jamais s'arranger, qu'on a beau tout faire, non, ça ne veut pas. Du coup, ça crée aussi de la méfiance ou de la défiance. Vraiment, un besoin de savoir, et quand on pose des questions, si on n'a pas de réponse ou si la personne prend la fuite, forcément, la confiance intrafamiliale va s'étioler aussi. Il y a le besoin de comprendre, le besoin d'avoir confiance, de connaître ses origines, son histoire de famille, c'est ultra important pour l'humain. Donc forcément, si on a des secrets qui ne nous sont pas révélés ou s'il y a des non-dits qui ne sont pas évoqués, forcément, ça va créer un espèce de mal-être intérieur et ça va nous empêcher en fait de nous épanouir pleinement parce qu'on va avoir ce blocage-là dans notre vie. Ça peut donc, cette perte de confiance, cette méfiance, cette défiance, elle peut provoquer des tensions, des conflits, de la perte de sens dans notre vie. Pourquoi ? Parce que à force de rester dans des situations bloquantes, répétitives, des schémas de fonctionnement qui nous empêchent de vraiment nous réaliser, on a un petit peu peut-être parfois l'impression de se perdre, de perdre notre identité. On peut perdre aussi confiance en nous. Je parlais tout à l'heure de la confiance dans la famille, mais aussi perdre confiance en soi ou en estime de soi aussi. On peut se dire mais je suis fou ou quoi ? J'ai l'impression que je suis pas normale, c'est pas possible. On peut se sentir incompris parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il y a personne qui veut nous dire c'est quoi. Donc ça peut vraiment aller nous bouleverser et nous confronter à des choses assez difficiles à supporter et à dépasser. Donc vraiment les secrets de famille, les non-dits, ça peut avoir un impact assez phénoménal sur notre vie. Et le fait d'avoir en fait tous ces blocages, ces incompréhensions, ces doutes, ces questionnements, de cette méfiance, cette défiance qui s'installe, bien sûr, ça peut compliquer les relations de famille, ça crée des conflits, mais il y a quand même des solutions. C'est important de savoir qu'il y a quand même des solutions. Et c'est donc le 3e point qu'on va aborder dans ce podcast. Personnellement, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui rassure. C'est une phrase qui est restée ancrée en moi depuis l'adolescence, je crois. Et en fait, c'est quoi le mieux ? Entre une vérité qui blesse ou un mensonge qui rassure ? Est-ce qu'on est pour autant toujours obligé de dire la vérité ? Est-ce qu'on peut dire toute la vérité à nos enfants, quel que soit leur âge ? C'est vraiment un questionnement à se demander, une question sur laquelle se poser. Qu'est-ce qui est le mieux pour soi, pour l'autre ? Ça va dépendre en fait de nos valeurs, notamment la valeur honnêteté, franchise. Est-ce qu'elles sont dans nos priorités ou est-ce qu'elles sont un peu plus bas dans l'échelle ? Ça va vraiment dépendre de chacun. Ça va dépendre aussi du type de mensonge, parce que soyons sincères et honnêtes, transparents, personne ne ment jamais. Voilà. Même si on a la valeur honnêteté, franchise dans le trio de tête, c'est pas pour autant qu'on ne ment jamais. Moi, la première, j'ai ces valeurs qui sont assez haut dans mon échelle de valeurs, c'est pas pour autant que je ne mens jamais. Par contre, en fait, l'important, ça va être de dire, ok, pourquoi on ment ? Pourquoi on ment ? Est-ce que c'est nécessaire de mentir ? Qu'est-ce que ça va apporter ce mensonge ? Et sur le moment, ça peut être ok de mentir,
Et puis on peut revenir quelques semaines, quelques mois plus tard et dire non mais en fait j'aurais peut-être pas dû. Ou alors on peut réexpliquer les choses différemment. On peut expliquer aussi à la personne pourquoi on lui a menti. Lui expliquer que l'intention c'était de la protéger. Ça c'est hyper important aussi. L'important ça va être vraiment de trouver réponse à nos questions. Parce que la difficulté, quand nous, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a un malaise dans la famille, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réellement assumé, on va aller chercher des réponses. On va poser des questions. On va insister. Mais en face, les personnes qui sont en charge de garder ce secret vont vraiment tout faire pour le garder, pour le conserver et le garder secret. Généralement. Sauf au bout d'un moment, si elles comprennent que stop, quoi, ça suffit. Donc la difficulté, c'est que si cette personne continue de mentir quand l'autre sait, quel est l'intérêt ? Moi, c'est la question que je me pose. Quel est l'intérêt de continuer à mentir quand on sent que la personne en face sait la vérité ? C'est une question que je me pose depuis vraiment très très longtemps, parce que j'ai été assez confrontée aux mensonges dans ma vie et je me suis toujours posé cette question, mais quand les gens ils savent qu'on sait qu'ils mentent, pourquoi est-ce qu'ils continuent à mentir ? Mais parfois, ça va être tout simplement parce que c'est vraiment vital pour eux. De mentir. Il y a vraiment une question soit de loyauté envers la famille, il y a en loyauté envers eux-mêmes, ou il peut y avoir la honte qui les pousse à mentir. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qui rentrent en compte que c'est difficile de se retrouver à la place de cette personne, parce qu'on ne sait pas à quoi elle a été confrontée dans sa vie pour continuer à mentir comme ça. La question à se poser, ça va être de vérifier qui on cherche à protéger vraiment. Est-ce que c'est soi ? Est-ce que c'est l'autre ? Dire la vérité si la question est répétée. Pour éviter de s'empêtrer dans le mensonge, c'est aussi une bonne chose. Même si on peut avouer avoir menti, oui, on peut avouer avoir menti. On peut dire à la personne, écoute, moi je sens bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a un secret dans cette famille qui pèse là sur tout le monde. Arrête de dire qu'il n'y a rien et vas-y, dis-moi. Je peux comprendre que tu aies eu besoin de me protéger, qu'il y ait eu l'envie de protéger la famille, mais aujourd'hui, il est temps de dire les choses. Parce qu'en toute honnêteté, on est capable d'entendre que la personne en face avait besoin de mentir pour X ou Y raison. Donc ça va vraiment être d'être dans l'écoute aussi, dans la compréhension de l'autre, dans l'accueil de l'autre. Pourquoi est-ce que ces personnes ont voulu mentir ? Alors oui, ça va créer beaucoup de blocages dans notre vie, le fait d'avoir des secrets de famille, d'avoir des non-dits dans notre famille, c'est sûr. Par contre, ça peut créer de la colère aussi, de ne pas avoir de réponse, malgré qu'on pose des questions, malgré qu'on soit en mode enquêteur et tu vois, j'ai des preuves A plus B. Alors vas-y, balance quoi. Mais en fait, ça va juste apporter de la confrontation. Se mettre vraiment dans une posture d'accueil, dans une posture de compréhension, ça va aider aussi. Parce que l'autre va se dire, ok, bon, il est peut-être temps maintenant. Et puis des fois, ça va péter. Ça va péter tout simplement parce qu'il y a besoin en fait. Une famille qui a des secrets ou dans laquelle il y a des non-dits, forcément le climat n'est pas sain. Le climat n'est pas sain, l'atmosphère est tendue, il y a vraiment quelque chose qui pèse. Et ça va jouer sur tous les membres de la famille. Et à un moment donné, en fait, c'est comme une cocotte minute, il faut que ça pète. Il faut soulever le couvercle pour que ça redescende et puis c'est bon. Et ça, c'est difficile d'avoir cette responsabilité-là. Mais parfois, c'est nécessaire pour que ça cesse de se répéter déjà de génération en génération et pour libérer les personnes qui sont là maintenant, libérer les ancêtres aussi. Alors vient maintenant la question, est-ce qu'on peut pour autant tout dire à nos enfants, quel que soit leur âge ? Moi j'ai envie de dire que oui. Oui, on peut parler à nos enfants de ce qu'on a vécu, de violent, de traumatisant. On peut tout dire à nos enfants. Je pars du principe qu'on peut tout dire à nos enfants, quel que soit leur âge. Alors, il y en a peut-être qui vont grincer des dents en entendant ça. Mais en fait, nos enfants sont des éponges. Les enfants sont des éponges. Ils sentent tout. Ils ressentent nos émotions, ils ressentent une atmosphère, ils vont ressentir le stress qui va régner dans une pièce. Ils sentent tout ça. Et le mieux, c'est quoi ? C'est de leur expliquer. Quand on vit une situation stressante et qu'ils sont avec nous,
et qu'on sent qu'ils s'énervent, ce qui vient nous agacer encore plus d'ailleurs, et bien on peut leur expliquer, oui, là je sens que tu sens mes émotions, tu sens que je suis stressée. Ouais, je suis stressée parce que voilà, il se passe ça en ce moment et du coup, voilà. C'est hyper important. Les enfants savent au fond. Ils savent. Ils savent pourquoi, parce que, comme je disais tout à l'heure, la transmission se fait de génération en génération. C'est le transgénérationnel. Donc on est tous porteurs de notre histoire. On est tous porteurs de ce qui s'est passé dans notre famille. À quoi bon faire des secrets, puisque de toute façon, on le sent, on le porte. On le sait. Au fond de nous, on le sait. Alors bien sûr, on peut tout dire à nos enfants, quel que soit leur âge. Par contre, évidemment, l'idéal, c'est d'adapter son langage, son vocabulaire, en fonction de l'âge de l'enfant. Utiliser un vocabulaire approprié et ne pas forcément rentrer dans les détails quand ils sont tout petits. On peut tout simplement expliquer, moi par exemple, j'ai raconté mon histoire à mes enfants. Mes enfants, ils ont 2 ans pour la petite, bientôt 10 ans, 11 ans et 15 ans. Je leur ai parlé de mon histoire il y a quelques années. J'ai adapté mon discours en fonction de l'âge de chacun. Je leur ai pas raconté en détail ce que j'ai vécu dans ma famille. Je leur ai dit que mon papa avait fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire, qu'il a touché mes parties intimes et que c'est à moi et qu'ils le savent, personne ne doit toucher. Et c'est hyper important en fait de pouvoir dire les choses. Vraiment, avec du vocabulaire simple, sans rentrer dans les détails. Ils n'ont pas besoin d'aller savoir ce qui s'est passé exactement, que je leur raconte la scène. Non, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé et ce qui plane en fait dans ma famille. Toutes ces énergies d'inceste qui traînent depuis des générations et que là en fait on a mis un stop pour pas que ça continue. C'est hyper important. S'ils posent des questions, c'est important d'y répondre aussi. De ne pas les laisser dans le flou, de ne pas les laisser dans leurs incompréhensions ou leurs doutes ou les peurs qu'ils ont pu avoir. C'est important de pouvoir répondre à leurs questions, encore une fois, avec du vocabulaire adapté et sans rentrer forcément dans les détails. C'est important, en fait, de vraiment se mettre à la portée de notre enfant, de nos enfants. Mais de leur transmettre leur histoire, parce que ce qu'on a vécu nous, ça fait partie de leur histoire, ils le portent en eux quelque part. Donc c'est vraiment important de leur transmettre notre vécu, notre expérience, ce qui s'est passé dans notre famille qui va forcément avoir un impact sur eux, avec du vocabulaire adapté. Et nos enfants, en fait, ils peuvent alors prendre conscience qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Oui, c'est dur, parce qu'on aimerait que nos enfants ils vivent dans la magie, ils vivent dans un monde où tout va bien, où tout le monde est gentil, mais en fait, c'est ok. C'est ok de leur partager ce qu'on a vécu, d'être franc avec eux. Parce que déjà, ça va installer un climat de confiance entre eux et nous, premièrement. Et ensuite, ça va les protéger. Les protéger de quoi ? Du monde extérieur. Parce que si nous, on est tout doux, tout gentil, et qu'on leur vend un monde merveilleux, rempli de bisounours et d'arc-en-ciel, nos enfants, quand ils vont rentrer à l'école, ils vont tomber de haut, quoi. Donc en fait, c'est leur faire comprendre que oui, il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. On traverse des événements qui sont douloureux. Mais en fait, ça nous construit. Alors c'est pas pour autant qu'on va aller se jeter à corps perdu dans les expériences douloureuses et traumatisantes, non. Mais en fait, c'est leur faire comprendre que oui, des fois on va traverser des périodes douloureuses, mais voilà, ça va pas être évident, mais on va les surmonter. Et on va en sortir plus fort. Et c'est très important, en fait, de partager ça à nos enfants. Il y a des choses aussi qu'on peut dire pendant que nos enfants dorment, pour vraiment aller directement nous adresser à leur subconscient. Il y a des choses que nos enfants... En fait, j'avais lu un article qui disait que quand on parle à notre enfant lorsqu'il est endormi profondément, en fait, ça va aller directement dans son subconscient. Et si on veut, par exemple, que notre enfant acquiert la propreté plus vite, je vais donner un exemple bidon, mais que notre enfant acquiert la propreté plus vite, et en fait, on va lui parler pendant qu'il dort profondément et on va lui dire que voilà, on aimerait bien qu'il acquiert la propreté, comme ça il deviendra un peu plus autonome et que comme ça il gagnerait en liberté. Enfin voilà, lui dire plein de choses positives comme ça. J'avais lu un autre article qui disait que on peut aussi
pendant ces périodes de sommeil profond, dire à notre enfant combien on l'aime, combien on est fier de lui, combien c'est un être extraordinaire qui est doué, enfin lui dire plein de compliments comme ça en fait pour que ça aille vraiment s'ancrer au plus profond de lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose à tester. Moi je sais que quand mon aîné était petit, je lui parlais énormément pendant qu'il dormait. Donc c'était très fort, c'était très intense. Puis moi je parle beaucoup comme vous le savez, donc je passais un temps fou à lui parler pendant qu'il dormait. Je ne saurais pas vous dire si ça a eu un impact sur lui ou pas, mais en tout cas, voilà, c'était aussi agréable pour moi de pouvoir lui dire des choses que je n'arrivais pas à lui dire quand il était éveillé. Donc voilà, je pense vraiment qu'on peut tout dire à nos enfants à partir du moment où on adapte notre langage, notre vocabulaire, qu'on se met à leur hauteur et qu'on ne va pas non plus rentrer dans les détails et leur faire peur de la vie. C'est pas le but. Non, le but c'est qu'ils soient simplement informés de leur histoire. Je vais vous donner un exemple de non-dit dans lequel j'ai vécu. Alors c'est pas vraiment un non-dit, enfin voilà, c'est un exemple. Quand moi j'ai révélé l'inceste qui se déroulait dans ma famille, je savais bien qu'il se tramait quelque chose avec ma sœur qui est née juste avant moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, c'est mon avocate, commise d'office, qui m'a révélé que ma sœur avait accusé mon frère de viol, d'inceste. Et tout de suite, en fait, j'ai réagi, je lui ai dit, mais n'importe quoi. Mais non, c'est faux. Alors, peut-être que je vais en choquer certains en réagissant comme ça, mais en fait, au plus profond de moi-même, je savais que c'était faux. Il y avait tellement de choses, si vous voulez, dans la façon dont elle décrivait ce qui s'était passé, que pour moi, c'était logique que c'était complètement faux. Ma sœur a maintenu ses accusations pendant plus de 10 ans. Et moi, je savais, pendant plus de 10 ans, j'ai continué à défendre mon frère. Je continuais à défendre mon frère, à savoir qu'il était innocent, que je savais que c'était pas vrai, que c'était impossible, tant dans les faits, dans la façon dont elle décrivait les choses, que voilà, il y avait vraiment, factuellement pour moi, c'était impossible. Et concrètement, dans la relation qu'ils avaient eux deux à cette époque-là, pour moi, ça aurait été différent si ça s'était vraiment passé comme ça. Je ne remets pas en question les comportements qu'on peut avoir avec les personnes qui nous font du mal, parce que je l'ai moi-même subi et que voilà, je remets pas ça en question, mais dans cette histoire-là, c'était clairement impossible. Pendant plus de 10 ans, ma sœur a maintenu ses accusations pour finalement avouer 10 ans plus tard, une fois que mon frère avait quand même un dossier, un fichier, il était inscrit au fichier des pédophiles, voilà, donc il a quand même souffert de ces accusations. Et au final, au bout de 10 ans, ma sœur a fini par avouer qu'effectivement, elle avait menti. Et bien, je ne lui ai pas dit, je le savais. Je lui ai pas dit ça. Non. Je lui ai dit que j'étais fière d'elle. J'étais fière qu'elle révèle la vérité. Qu'elle ose, qu'elle ait le courage de dire que oui, elle a menti pendant plus de 10 ans. Et ce non-dit-là, il a été douloureux pour moi à encaisser quand j'avais 17 ans. Parce que personne ne m'en parlait chez moi. C'est-à-dire que moi, j'avais porté plainte contre mon père, ma sœur avait porté plainte contre mon frère. J'habitais toujours chez mes parents au moment où j'ai su que ma sœur avait porté plainte contre mon frère. Et en fait, j'étais énervée, mais vraiment énormément en colère après eux de ne pas m'en parler, de ne pas me parler de cette histoire. Donc j'ai aussi fait péter ce dossier-là en criant, en hurlant haut et fort que de toute façon on m'accuse moi de mentir, mais que c'est pas moi la menteuse, concrètement, et que ça c'était impossible. J'ai exposé avec calme et douceur les raisons pour lesquelles je savais que c'était faux. Mais on n'a pas écouté à l'époque, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand il y a un non-dit comme ça, on le sent généralement. On le sent au plus profond de nous-mêmes. Donc fiez-vous à vos ressentis. C'est pas évident, c'est pas facile, et puis surtout, on va souvent se laisser engrainer par ce que l'entourage va nous dire. On veut quand même faire partie de cette famille, on veut se sentir aimé, on veut se sentir appartenir à cette famille. Donc, des fois, ça va être dur de vraiment se fier à nos ressentis et de les suivre. Mais vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous savez, votre corps le sait. Donc vraiment, écoutez-vous. Et je vais poursuivre en vous disant que de dire les choses à nos enfants,
ça leur permet d'avoir des réponses ou des compréhensions bien souvent inconscientes. Mais ça va vraiment leur apporter un apaisement intérieur par moment. Comme je vous parlais tout à l'heure de la fausse couche. Quand j'ai dit, moi, à mes enfants que j'avais fait une fausse couche avant d'avoir leur frère, ils m'ont dit juste « ok ». Mais c'est comme si j'avais ressenti Ouais, que chacun se sentait mieux à sa place, en fait. Donc après, ça, c'est mon ressenti à moi, mais je suis pas à leur place, donc je peux pas vous dire. Mais vraiment, ça va être important qu'ils aient ces compréhensions-là, même si c'est au niveau de l'inconscient. Ça va leur permettre de se sentir en sécurité avec nous, de se sentir en confiance, de se sentir qu'ils peuvent nous confier des choses et que nous, on leur cache pas des choses aussi. Donc ça va vraiment être important. Voilà pour ce qui est de cet épisode sur les secrets et les non-dits. Je vais revenir vite fait sur tout ce qu'on a abordé dans cet épisode. Donc un secret et un non-dit, ce ne sont pas la même chose. Dans le secret, il y a vraiment la volonté de cacher quelque chose, alors que dans le non-dit, c'est plus quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin de cacher ou envie de cacher pour autant. L'existence de ces secrets ou non-dits, ça va provoquer forcément une ambiance, une atmosphère pesante, des tensions, des incompréhensions, des blocages dans nos vies, des conflits familiaux ou dans nos relations autres que familiales. Les solutions, c'est quoi ? C'est de se dire, est-ce qu'on préfère une vérité qui blesse ou un mensonge qui nous rassure ? C'est quoi le mieux ? C'est vraiment de se poser en conscience avec cette question. Et vraiment d'aller dans l'accueil, dans la douceur, chercher nos réponses. Et enfin, est-ce qu'on peut tout dire à nos enfants ? Oui, on peut tout dire à nos enfants. Si on y met la forme, si on utilise le bon vocabulaire et si on évite de rentrer dans les détails. Ils n'ont pas besoin de tout savoir, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils ont juste besoin de savoir, de connaître leur histoire comme nous on en a eu besoin, comme nous on en a besoin. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais ça résonne, si tu as envie d'échanger avec moi sur cet épisode, sur les secrets, sur les non-dits, sur le transgénérationnel, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, soit Maïté Paillet, MRP Accompagnement. Tu peux aussi aller consulter mon site internet si tu rencontres des blocages ou si tu souhaites travailler sur tes mémoires transgénérationnelles ou tes blessures émotionnelles. Et en tout cas, je serais ravie d'échanger avec toi, de répondre à tes questions. N'hésite pas à me dire si ça résonne avec toi, que ce soit sous le podcast ou que tu m'envoies un petit message. Ce sera un grand plaisir pour moi d'avoir ton retour, d'échanger avec toi. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à partager ce podcast si l'épisode t'a plu. Et puis, si tu as envie de partager un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'en faire part également. Une belle journée à toi, à bientôt.